Imaginez une petite ville isolée au cœur de la Californie. Avec seulement 68 habitants, Keddie semble être un endroit paisible et sans histoire. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, se cache un événement sombre et effrayant qui a marqué à jamais l'histoire de cette localité. La région de Keddie est ce que nous appelons une zone désignée pour le recensement. En d'autres termes, elle fonctionne comme un village, mais n'a pas de gouvernement propre. Ces zones sont principalement utilisées pour la collecte de données démographiques et statistiques. Autrement dit, c'est un endroit où il ne se passe habituellement pas grand-chose. Mais ce calme apparent allait bientôt être brisé. Avant la fin des années 1980, Keddie accueillait encore un petit nombre de touristes. La plupart venaient de Californie, de Reno ou du Nevada, attirés par les sentiers forestiers pittoresques que la région de Keddie avait à offrir. Cependant, en 1991, un événement terrifiant allait marquer à jamais l'histoire de cette petite ville. Ce drame glaçant a transformé Keddie en un lieu synonyme de peur et de mystère, chassant pour toujours les touristes de cette région montagneuse et paisible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les détails d'un des événements les plus sombres et énigmatiques que les États-Unis aient connus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir chaque rebondissement de cette affaire glaçante. N'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits mystérieux. Il était entre 1 et 2 heures du matin, le samedi 12 avril 1991, lorsque certains résidents du complexe de Keddie se sont réveillés au son de cris étouffés. D'autres résidents ont même vu des mouvements étranges de véhicules venant de la cabane numéro 28 appartenant à la famille Sharp. En revanche, des dizaines d'autres habitants des cabanes voisines n'ont même pas entendu les bruits étouffés provenant de la cabane 28. Ce n'est qu'à 7 heures du matin, le lendemain, que Sheila Sharp, 14 ans, qui avait dormi chez l'une de ses voisines, a décidé de retourner à la cabane de sa famille. Il ne lui a fallu que quelques mètres pour arriver à la porte d'entrée de sa maison. La porte était toujours déverrouillée, et pour cette raison, la jeune fille l'a simplement ouverte, sans imaginer ce qu'elle allait découvrir. La première image qui s'est présentée à ses yeux était la couleur rouge, une couleur qui tachait tout le corps de son grand frère, John Sharp, 15 ans, qui était ligoté et visiblement blessé. Sous le choc, Sheila sentit son cœur s'arrêter un instant. Ses jambes tremblaient avant de fuir dans un état de panique vers la maison des Seabolt. Sheila est entrée dans un état de choc, auquel James et Zonita Seabolt n'ont pas su faire face. Tout ce que la jeune fille pouvait décrire, c'était la grande quantité de sang qui recouvrait tout le salon de sa maison. Les Seabolt ont alors envoyé leur fils Jamie vérifier la cabane 28. Là, il a trouvé la scène grotesque et l'a explorée. À sa grande surprise, il a trouvé 3 garçons totalement indemnes dans la chambre au fond. Rick Sharp, Greg Sharp et un autre enfant de la communauté, Justin Smart. Immédiatement, Jamie a guidé les garçons pour qu'ils sortent par la porte arrière afin d'éviter qu'ils ne voient la scène horrible. Dans la pièce principale, Glenna Sue Sharp, 36 ans, John Sharp, 15 ans et Dana Wingate, 17 ans, étaient retrouvés morts sur place. Il était environ 8 heures du matin lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux. La scène de crime a rapidement été envahie par plusieurs officiers du bureau du shérif du comté de Plumas qui ont rapidement contacté Don Davis, le frère de la propriétaire de la cabane 28, Glenna Sue Sharp. Don a eu des difficultés à identifier les victimes, mais a finalement réussi. Au cours des heures suivantes, l'équipe de médecine légale a enregistré chaque détail de la scène de crime. Les officiers responsables de l'enquête ont rapidement réalisé que cette affaire serait différente de tout ce qu'ils avaient déjà vu. Le salon ressemblait à une scène d'horreur. Chaque recoin était taché de sang, et l'air semblait encore lourd de tension et de peur. De plus, plusieurs entailles avaient été observées sur les murs et le papier peint de la cabane. Dans un premier temps, les autorités ont cru que cette scène de crime avait été orchestrée par plusieurs personnes et qu'elles avaient clairement tenté de détruire la maison avec ses habitants. Comme beaucoup de scènes d'homicide, il y avait une haine explicite et dirigée vers au moins une des victimes, probablement Glenna Sue Sharp. Au fur et à mesure que les enquêteurs reconstituaient les faits, l'autopsie a révélé un aperçu de la violence qui s'était déroulée dans la cabane 28 à Keddie. Selon les rapports de la police, toutes les 3 victimes trouvées sur les lieux avaient les poignets et les chevilles attachés avec des fils électriques et du ruban adhésif.
Certains rouleaux de ruban adhésif ont été retrouvés à l'intérieur de la maison. John Sharp, 15 ans, ne présentait aucune blessure de défense, ce qui indiquait qu'il avait été battu et poignardé alors qu'il était complètement ligoté et sans défense. Le même schéma a été observé sur la deuxième victime, Dana Wingate, 17 ans. Dana était l'un des amis de John et était en visite le jour du meurtre. L'autopsie du corps de Glenna Sue Sharp a révélé quelques détails intrigants. Contrairement à son fils, elle avait eu la chance de se défendre contre son agresseur, car elle présentait plusieurs blessures de défense sur les bras. Cependant, elle avait été bâillonnée avec plus de violence que les enfants. Dans sa bouche, ils ont trouvé sa propre culotte. Curieusement, bien que l'état de Glenna indique une supposée tentative d'agression sexuelle, rien d'autre que le retrait de sa culotte ne le suggérait. Son corps a été retrouvé allongé à côté du canapé dans le salon, nu de la taille vers le bas. Les enquêteurs ont remarqué que le meurtrier avait posé une couverture jaune sur le corps de Glenna, ce qui indiquait un certain sentiment de culpabilité. Glenna avait subi de multiples coups de couteau dans la poitrine et le cou, mais les blessures les plus marquantes étaient les coups portés à la tête. Selon les études du FBI, lorsqu'un agresseur nourrit une haine personnelle envers sa victime, il est courant que la tête et le visage soient les parties les plus agressées. Cela se produit généralement parce que l'agresseur cherche à déshumaniser la victime, lui permettant ainsi de libérer sa haine sans remords envers quelqu'un qu'il connaissait ou avec qui il avait un lien. Dans le cas de Glenna, les coups de couteau dans la région du cou indiquaient peut-être qu'elle avait dit quelque chose qui avait déplu à l'agresseur. Certaines blessures à la tête de Glenna montraient qu'elle avait été frappée avec une arme à air comprimé, plus précisément la crosse d'un fusil Daisy 880 BB. Plus tard, l'équipe médico-légale a trouvé des morceaux de plastique cassés qui ont été identifiés comme provenant de cette arme. Cette analyse nous ramène à John Stephen Sharp, qui avait également la gorge tranchée et avait été frappé à la tête avec un objet contondant. L'autopsie indiquait qu'il avait probablement été frappé avec un marteau. Dana Hall Wingate, quant à lui, avait subi non seulement des coups avec un marteau, mais aussi un étranglement manuel possible. La diversité des méthodes d'assassinat a poussé les enquêteurs à envisager la présence de 2 ou plusieurs assassins, l'un d'eux étant vraisemblablement le principal responsable du meurtre de Glenna. Au fur et à mesure que les données étaient recueillies, il est devenu évident pour les enquêteurs que tout ce crime avait pris au moins 2 heures pour se dérouler. Finalement, un marteau présumé utilisé dans l'attaque a été trouvé près des corps, mais tout au long de l'enquête, des doutes ont surgi sur son origine. Le couteau de cuisine, probablement utilisé pour les blessures à la poitrine et au cou des victimes, a également été trouvé sur les lieux du crime. La lame était pliée, indiquant que l'agresseur avait utilisé une force excessive pendant le massacre. Plus tard, les enquêteurs ont trouvé une petite quantité de sang dans la chambre de Tina Sharp, 12 ans. En découvrant cela, ils ont réalisé que la fille était portée disparue. Ce fait a conduit l'enquête à envisager que toute cette brutalité avait été perpétrée dans le but de réaliser son enlèvement. En prenant possession de la maison, les agresseurs avaient éteint la plupart des lumières et avaient également décroché le téléphone. À l'époque, Keddie était une petite ville où tout le monde se connaissait, et pour cette raison, aucune des portes n'était verrouillée. Alors que les interrogatoires se poursuivaient, la police a réalisé que personne n'avait rien vu. La famille Siebold de la cabane 27 n'avait rien remarqué d'inhabituel cette nuit-là, sauf que Tina était venue leur rendre visite dans l'après-midi et était retournée chez elle dans la soirée. Pendant ce temps, d'autres cabanes plus éloignées ont signalé avoir entendu des gémissements forts, mais rien qui ne les ait alarmés. Quelques véhicules suspects ont été aperçus, notamment une camionnette verte et une Datsun marron. Des recherches intensives ont été lancées dans toute la région, mais aucune piste n'a mené à la localisation de Tina Sharp. La plupart des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Plumas savaient que la scène du crime violente avait rendu sa disparition presque impossible à poursuivre. Bien que la région soit petite, les responsables de cet acte étaient déjà suffisamment loin pour qu'aucune preuve n'indique leur emplacement. Le shérif Doug Thomas a décidé d'appeler 2 agents spéciaux en crime organisé pour aider dans l'enquête. Cette décision a été jugée étrange, car normalement, le shérif aurait demandé l'aide du service des homicides du comté. Plus tard, cette décision serait liée à une affaire digne d'un véritable roman policier répugnant.
Glenn a découvert que Sharp avait déménagé dans la ville de Keddie à l'automne 1991. Elle avait récemment tenté de vivre dans la ville de Quincy, où son frère Don vivait déjà depuis quelques années, mais elle avait finalement décidé de continuer sa vie après sa séparation dans un endroit plus isolé. Keddie était la meilleure option que Glenn pouvait trouver. En arrivant à Keddie, Glenn a rencontré Gary Molaf, propriétaire du Keddie Resort, l'endroit qui deviendrait le lieu de sa mort. Curieusement, Glenn n'a pu louer la cabane 28 que parce que Gary traversait des difficultés financières et avait décidé de baisser le loyer. Dans la cabane 28, elle a donné une chambre à ses deux fils, Rick et Greg, et l'autre chambre était pour elle et ses filles, Sheila et Tina. L'aîné, John, qui était problématique, avait obtenu une chambre au sous-sol. La seule façon d'y entrer était la même porte par laquelle les assassins étaient entrés. Avant le meurtre, Glenn travaillait dans une auberge près de la ville de Quincy, où elle recevait une aide financière pour ses études et une allocation militaire des États-Unis. L'allocation militaire était due à sa relation avec son ex-mari James, qui ne faisait même pas l'effort de soutenir ses nombreux enfants et son ex-femme. Ses enfants allaient à l'école dans la ville de Quincy. La vie dans la cabane 28 aurait dû être un bon nouveau départ, mais les ombres de Keddie ont pris les vies innocentes de cette famille déjà brisée. Au cours des enquêtes, il a été découvert que John Sharp et Jane Wingate avaient été vus en train de faire de l'autostop vers 22 heures ce jour-là, dans la ville voisine de Quincy. Certains enquêteurs pensent que les enfants auraient pu faire de l'autostop avec leurs propres assassins. Cette ligne d'investigation pointait vers un crime complètement impulsif et opportuniste. Selon le modèle du FBI, l'auteur aurait été organisé, désorganisé, et il y en avait probablement deux. Cependant, selon le lieutenant John Story, John et Dina assistaient à une fête la nuit du crime. Cela indiquait qu'ils auraient pu arriver au mauvais moment et devenir des victimes. Cette piste a également exploré l'affirmation erronée selon laquelle des drogues étaient impliquées. La témoin Carla McMoulin a déclaré aux enquêteurs que Dina avait volé du LSD aux trafiquants locaux à Quincy. La police cependant est rapidement revenue sur cette hypothèse, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve de cela. Cela a conduit l'enquête à s'intéresser à Glenn. Son ex-mari James a été considéré comme un suspect. Cet homme était abusif envers sa famille, mais il avait un alibi plausible pour le jour du meurtre. Le prochain suspect était le garçon Justin Smart, voisin des Sharp. Il était dans la maison le jour du meurtre. Ce qui le reliait au crime était que les garçons disaient n'avoir rien entendu. Cependant, le psychologue de Justin a révélé qu'il avait raconté avoir fait un rêve où il couvrait Glenn avec une couverture et essayait d'empêcher son saignement. Cela a attiré l'attention des enquêteurs sur une petite tache de sang sec trouvée sur la poignée de porte de la chambre des garçons. Ensuite, le lieutenant Doug Thomas et le docteur Jerry Dash ont décidé d'hypnotiser Justin. Sous hypnose, il a déclaré avoir vu deux agresseurs se battre avec Glenn et a raconté que John et Dina étaient arrivés pendant l'attaque. Tina avait également été vue par les hommes inconnus avant d'être emmenée. Cependant, l'hypnose a eu lieu environ un mois après les événements. Pour cette raison, peu de choses issues de cette hypnose pouvaient être considérées comme viables et le garçon a fini par être écarté comme suspect. D'après Justin, les deux hommes portaient des lunettes de soleil sombres au moment du crime. Ils avaient environ une vingtaine d'années. L'un d'eux était décrit comme ayant les cheveux longs et blonds avec une moustache. L'autre avait les cheveux courts et foncés, bien rasés. Lorsque les portraits robots ont été diffusés, il est apparu qu'un des hommes décrits par Justin ressemblait beaucoup à son beau-père, Martin Smart. Une enquête a donc été ouverte pour découvrir les secrets de la vie de Martin. Il a été découvert que Martin détestait John Sharp, connu à l'époque pour être querelleur. Avant même son interrogatoire, la police avait déjà remarqué sa présence gênante près de la scène du crime. Lors de son interrogatoire, il a affirmé être dans un bar appelé Keddie's Back Door au moment du massacre. Sa femme Merlin et son ami John Boubedet ont confirmé son alibi. Curieusement, pendant l'interrogatoire, il a témoigné avoir vu deux hommes suspects dans le bar cette nuit-là. À un moment de l'entretien, il a mentionné avoir perdu un marteau et a réagi en apprenant que les Sharp avaient été tués à coups de marteau.
Martin semblait vouloir faire partie de l'enquête, affirmant que son marteau perdu aurait pu être volé par les criminels. Cependant, lorsque sa femme a été interrogée, elle a déclaré qu'ils étaient revenus du bar vers 23 heures. Mais un peu plus tard, John et Martin étaient repartis au bar. L'enquête a révélé que John avait été condamné pour possession de drogue. Martin et John s'étaient rencontrés après que John ait été blessé lors d'une explosion qu'il avait lui-même causée. Les clients du bar ont rapporté que Martin et John portaient des costumes et des lunettes de soleil, ce qui paraissait étrange dans un bar. Le bar a fermé à 1h30 du matin, mais Merlin a affirmé que les deux hommes étaient rentrés vers 2h. Elle a également informé les autorités qu'elle les avait vus brûler quelque chose près du poêle à bois. Merlin a clairement indiqué qu'elle soupçonnait son mari d'avoir participé au crime. Martin était un homme violent et n'aimait pas John Sharp. Cependant, pour des raisons inconnues, sur ordre du shérif Doug Thomas, la police a retiré les deux hommes de la liste des suspects. Cela leur a permis de quitter Keddie. John a déménagé dans l'Illinois, où il est mort 7 ans plus tard. Martin s'est séparé de Marilyn la même semaine que les meurtres et a également déménagé dans l'Illinois, où il est mort en 2000. Les deux hommes étaient les suspects les plus probables sur le plan graphique, mais les preuves physiques étaient insuffisantes. Le cas des meurtres de la cabane 28 de Keddie s'est refroidi, mais un événement allait raviver ces horreurs. Na época, o desaparecimento de Tina fez com que o FBI fosse acionado. Contudo, por algum motivo, até mesmo o xerife do condado de Plumas, Doug Thomas, parecia duvidar que a garota seria encontrada com vida. Já faz muito tempo desde que os assassinatos e nossos investigadores não encontraram um único vestígio dela. Não estamos muito otimistas e não a visualizamos se escondendo por tanto tempo se ela fugisse do local. Disse Doug em uma entrevista. O FBI não se prolongou muito nas buscas e o caso foi enviado para o Departamento de Justiça, que intensificou uma busca em uma grande área. Mais tarde, no dia 29 de abril de 1981, o xerife Doug voltou a falar que provavelmente Tina não seria achada com vida. Logo, se passaram vários meses e anos dos assassinatos da Cabana 28, até que no dia 22 de abril de 1984, as autoridades foram chamadas após um morador de Feather Falls, no condado de Butte, encontrar partes ósseas de um crânio humano. O homem que encontrou os ossos se chamava Ronald Pedrini, que trabalhava como catador de latas e garrafas quando se deparou com ossos em uma área florestal. Curiosamente, próximo aos restos do crânio, foram observados um cobertor, uma jaqueta de nylon azul, um jeans e um rolo de fita cirúrgica vazio. O achado se localizava a cerca de 51 quilômetros da Cabana 28 em Keddie. Inicialmente, os investigadores acreditaram que se tratava de um caso isolado e que não havia nenhuma evidência que conectasse o caso de Tina. A notícia foi espalhada para vários jornais, o que resultou em uma ligação anônima para a delegacia do condado de Plumas. Segundo a pessoa do outro lado da linha, os ossos poderiam pertencer a uma garotinha desaparecida da cidade pacata de Keddie. Aquela ligação fez com que o local fosse isolado e uma nova investigação se iniciasse. Foi somente em junho de 1984 que o patologista do condado identificou possivelmente os restos do crânio e mandíbula como pertencentes a Tina Sharp. Ao que parece, Tina foi morta na mesma noite que seus familiares, mas por algum motivo havia sido levada a vários quilômetros de distância apenas para ter o seu corpo descartado. Os investigadores acreditam que seu corpo não havia sido pousado, ou seja, havia permanecido no mesmo local por quase 4 anos. Esse fato levou suspeitas em cima de Ronald Pedrini, que coincidentemente havia ido até o local para coletar garrafas e lixo plástico. Porém, por algum motivo, nada foi registrado sobre quem era o Ronald Pedrini, um erro que é criticado pelos estudiosos do caso até hoje. Um ano antes do crânio ser achado, a dupla mais emblemática dos Estados Unidos havia sido encontrada: Henry Lee Lucas e Otis Toole, que além do mais foram interrogados sobre os assassinatos de Keddie. Mas eles acabaram sendo desconsiderados como suspeitos, depois que foram encontradas evidências de que, na época, eles estavam na região de Jacksonville, na Flórida. Com a falta de provas ou circunstâncias, tudo o que restava era que Sheila e seus dois irmãos, Rick e Greg, continuassem suas vidas. As crianças foram enviadas para morar com o seu pai biológico, com o qual Glenn havia se separado. Em contrapartida, foi muito difícil para os pais
pais de Dina Wingate continuarem suas vidas. Em 2009, o pai de Dina, Gary Wingate, falaria com o jornal San Francisco Gate, onde alegou que as investigações foram mal feitas. Ninguém tem a menor ideia de quem matou meu filho. Então, há muito tempo, eu tive que deixar essa coisa ir. Ou ela me comeria vivo. Eu não penso nisso. Não vou para aquela cidade fantasma. Mas eu sei disso. Existe o mal nesse mundo. E o mal estava naquela casa, naquela noite. Et cette nuit-là, il était dans cette maison. Le 24 mars 2016, un marteau a été retrouvé dans un lac près de la région de Keddie. Le marteau a été analysé et correspondait à la description donnée par Martin Smart. Cependant, comme Martin était décédé en 2000, il était impossible d'affirmer à 100% qu'il s'agissait bien de son marteau. Malgré cela, cette découverte a relancé les enquêtes, car bien qu'il y ait toujours eu des doutes sur l'utilisation du marteau trouvé sur la scène du crime, maintenant, de nouvelles suspicions ont émergé. En conséquence, le marteau a été considéré comme un élément de preuve et officiellement déclaré comme faisant partie des crimes commis à Keddie. En 2016, le shérif en poste était Greg Hagwood, qui, en 1991, avait 16 ans et était ami avec John Sharp et Dana Wingate. En raison de cette connexion personnelle, Greg considérait ce crime comme une affaire personnelle. Pour lui, le marteau était, sans aucun doute, l'arme officielle du crime. Peu d'informations sur cette découverte ont été partagées, mais lors d'une réunion avec la presse, Greg a déclaré « L'endroit où il a été trouvé indique qu'il a été intentionnellement placé là. Il n'a pas été perdu accidentellement. » Cette découverte a ravivé les soupçons sur Martin Smart. À l'époque, un article a été publié dans le journal Sacramento Bee, où de nouvelles informations confidentielles ont été révélées au public. D'après cet article, de nouvelles preuves reliaient réellement Martin au massacre. La principale preuve était qu'avant de déménager en Illinois, il aurait laissé une lettre à sa femme Marilyn, dont il a divorcé peu après les événements de 1991. Selon certaines sources, Glenna aurait conseillé à Marilyn de divorcer de Martin, tout comme elle l'avait fait avec son propre mari abusif. Martin aurait découvert cela, et comme il était sujet à des accès de colère, il se serait dirigé, après être allé au bar et complètement ivre, vers la maison de sa voisine, où il aurait massacré la famille Sharp. La supposée lettre contient un passage où Martin a écrit « J'ai payé le prix de ta vie, et maintenant j'ai payé avec la vie de 4 personnes, et tu me dis que c'est fini. » Très bien. Que veux-tu de plus? De plus, cette lettre avait toujours été en possession des anciens enquêteurs de l'affaire et a été retrouvée parmi des documents confidentiels. Selon l'ancien shérif Greg Hagwood, les enquêteurs précédents auraient peut-être malmené l'affaire en raison d'une possible corruption. Pour lui, même un novice aurait fait un meilleur travail que ces enquêteurs soi-disant expérimentés. Un autre facteur contribuant à la culpabilité de Martin aurait dû être facilement découvert dès les premières investigations. Ce que nous voulons dire, c'est que sans aucun doute, Martin avait des accès de colère. Cependant, il fréquentait également une clinique locale pour traiter ses problèmes de stress, de colère et de stress post-traumatique. Dans le passé, Martin avait servi pendant la guerre du Vietnam, et la guerre aurait affecté son état mental. Après la découverte du marteau, un professionnel qui avait suivi Martin a déclaré que ce dernier lui avait avoué avoir tué Glenna et Tina, mais nié avoir participé au meurtre de John et Dana. Il semble que Martin pensait qu'avouer ce genre de choses à un professionnel de santé mentale ne pourrait pas être utilisé contre lui. Après que ce professionnel, qui est resté anonyme, ait fourni ces informations aux autorités en 2016, il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé plus tôt. Il a répondu qu'il avait déjà transmis ces informations aux autorités en 1991, mais qu'il avait été ignoré. Toujours en 2016, l'enquêteur spécial Mike Gumberg a déclaré, lors d'une interview avec le journal Sacramento Bee, qu'il y avait probablement 6 suspects impliqués. Il a affirmé « Nous savons exactement où ils sont ». Pour Mike et l'ancien shérif du comté de Plumas, Doug Thomas, il y avait un lien avec un réseau de trafic de drogue et une corruption potentielle. Il pensait que le meurtre de Glenna est un dommage collatéral lié à l'existence de Martin et John Boubed. Selon cette ligne d'enquête, les 2 agents de Sacramento, appelés en 1991, auraient probablement été corrompus et auraient aidé les criminels à s'enfuir discrètement. En avril 2018, le comté de Plumas a annoncé que des échantillons d'ADN
avait été récupéré sur l'un des rubans adhésifs trouvés dans la maison de Glenna Sharp. Cet ADN a été comparé à l'un des suspects et une enquête est toujours en cours. Parmi les éléments retrouvés, il y avait aussi une enveloppe contenant l'enregistrement d'un appel téléphonique anonyme de 1984. Lors de cet appel, une personne avait signalé que le crâne retrouvé appartenait à Tina Sharp. Cette personne est considérée comme un élément clé dans toute cette affaire, car on pense qu'elle connaît l'identité des assassins, mais n'est pas elle-même coupable. Actuellement, cet enregistrement a été envoyé au FBI, mais aucun résultat n'a encore été communiqué. Une récompense de $5 000 est toujours offerte pour toute information menant à l'arrestation des criminels, mais aucune nouvelle mise à jour n'a été faite sur l'affaire. En 2022, la région de Keddie comptait moins de 70 habitants. Beaucoup de personnes ont quitté la région après les événements tragiques d'avril 1991, tandis que d'autres attendent toujours justice. L'enquêteur spécial Mike Gomberg et le shérif ont déclaré au Plumas News: la vie a radicalement changé en 1991 pour toute cette communauté. Tout le monde soupçonnait tout le monde et avait peur de tout le monde. En 2004, la cabane 28 et plusieurs autres ont été démolies. Le lieu est devenu le symbole d'un mal incompris. Dans les années 2000, plusieurs documentaires indépendants ont raconté cette histoire au monde entier. En 2022, 41 ans après le massacre de Keddie, nous connaissons tous la fin tragique de Glenna Sue Sharp, de ses enfants John et Tina, ainsi que de Dana Wingate, victime d'un mal commis probablement par plus d'un individu.